Salut et bienvenue sur Teacher Elect, cette chaîne où nous vous éclairons sur des concepts électriques sans vous électrocuter. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir le démarrage étoile triangle, deux sens de marche. Nous allons tout à tout voir le schéma fonctionnel de ce mode de démarrage, son circuit de puissance, son circuit de commande, son fonctionnement à l'état normal, son fonctionnement en surcharge et nous terminerons par les équations de fonctionnement ainsi que les avantages et inconvénients. Pour ce qui est du schéma fonctionnel, nous voyons ici le schéma qui illustre le schéma fonctionnel de ce mode de démarrage. Ce triangle demi-assuré signifie que nous avons affaire à un démarrage semi-automatique. Cette flèche double sens signifie que nous avons affaire à un deux sens de marche. Ce triangle avec des médianes à l'intérieur signifie que nous avons affaire à un démarrage étoile-triangle. Ce symbole du contacteur signifie que la commande de ce mode de démarrage se fera par contacteur. Ici, nous avons trois hachures qui signifie que nous sommes en triphasé. Et ici, nous avons la symbolisation de notre moteur qui sera démarré en étoile-triangle. Voilà ce que nous pouvons dire pour le schéma fonctionnel. Pour ce qui est de son circuit de puissance, ici, nous avons quatre contacteurs. Le contacteur pour la marche avant, le contacteur de la marche arrière KM2, le contacteur du couplage étoile et le contacteur du couplage triangle KM4. Alors, pour quitter d'un sens de marche à un autre, il suffit d'inverser deux phases. Alors ici, par rapport au contacteur KM1, le contacteur KM2 que voici a été inversé de deux phases. Cela fera en sorte que lorsque KM1 va fonctionner, le moteur va tourner dans un sens et lorsque KM2 sera en fonction, le moteur tournera dans un autre sens. Si on observe bien, nous pouvons observer que KM2 quitte de L1 comme KM1 pour venir être connecté à L3, c'est-à-dire une phase a été inversée. L2 va rester à L2 et ici L3 du premier contacteur va se retrouver à L1 du deuxième. Nous constatons donc entre KM1 et KM2, nous avons inversé deux phases. Ceci implique que ces contacteurs fonctionneront, je vais dire, dans deux sens contraires. KM1 fonctionnera dans un premier sens et KM2 fonctionnera dans un sens contraire à KM1. Nous avons par la suite le relais thermique et ici, nous avons également deux contacteurs qui doivent fonctionner l'un sans que l'autre ne fonctionne, KM3 et KM4. Comme on l'a dit, le couplage étoile-triangle pour chaque sens de marche doit devoir démarrer d'abord en étoile et quelques secondes plus tard passer en triangle. Donc, que ce soit pour le sens 1, on aura d'abord un démarrage, fermeture du contacteur sens 1, fermeture du contacteur étoile, quelques secondes plus tard, ouverture du contacteur étoile, fermeture du contacteur triangle, fonctionnement normal. Par la suite, on pourra arrêter notre système. Et quand on voudra passer au sens 2, il y aura ici fermeture du contacteur KM2 pour le sens 2, fermeture du contacteur étoile, quelques secondes plus tard, fermeture du contacteur triangle et bien évidemment fonctionnement normal. Nous allons donc vous présenter les différentes parties de ce contacteur. Nous avons ici notre sectionneur porte-fusible dont le rôle sera d'isoler notre installation, bien évidemment sans charge, et les fusibles permettront de protéger notre système contre des courts-circuits. Par la suite, nous aurons notre moteur asynchrone triphasé. Ensuite, nous aurons notre relais thermique dont le rôle sera de protéger ici contre les surcharges. Enfin, nous aurons nos quatre contacteurs. Le premier contacteur KM1 qui va piloter le sens 1 de notre moteur. Le deuxième contacteur KM2 qui va piloter le sens 2. Ici, nous avons un verrouillage, c'est-à-dire que lorsque le contacteur fonctionnera dans le sens 1, le sens 2 ne doit jamais fonctionner et vice-versa. Par la suite, nous avons également le contacteur KM3 qui va assurer le couplage étoile et enfin le contacteur KM4 qui assurera le couplage triangle. Bien évidemment, nous avons également ce verrouillage qui veut dire que quand le contacteur étoile sera en train de fonctionner, le contacteur triangle ne devra jamais fonctionner et ce vice-versa. C'est tout ce que nous pouvons dire pour la partie puissance. Nous passons à la partie commande. La partie commande est illustrée comme vous voyez.
Pour ceux qui ont eu à suivre les différentes vidéos précédentes de cette chaîne, cette partie-ci que vous voyez représente un démarrage direct de sens de marche. Ici, on voit très bien que le contacteur KM1 et KM2 ne peuvent pas fonctionner au même moment. Ça, c'est la partie deux sens de marche. Par la suite, nous avons un deux sens de marche avec un démarrage étoile triangle, d'où ces deux contacteurs, KM3 et KM4, qui ne devront également jamais fonctionner au même moment. Et ici, nous avons notre contacteur auxiliaire KA1, qui va porter un bloc temporisé, comme indique cette icône et celle-ci. C'est-à-dire que quand le contacteur auxiliaire KM1 sera, KA1, je veux dire, sera excité, le contact temporisé greffé sur lui va prendre un temps avant de faire basculer ses contacts. Les contacts normalement fermés comme ceci, après ce temps, vont s'ouvrir et les contacts normalement ouverts vont se refermer. Mais dans le cas de cette vidéo, nous avons affaire uniquement au contact normalement fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que le contacteur auxiliaire KA1 sera excité, ce contact-ci va prendre un petit temps avant d'ouvrir. Il va prendre le temps que va durer le couplage étoile de notre fonctionnement. Donc ici, comme on l'a dit, cette section-ci, c'est le sens 1 et cette autre section, c'est le sens 2 de notre moteur. Ici, nous avons les contacts auxiliaires des deux contacteurs KM1 et KM2 ici qui sont en parallèle. Ça veut dire ici, je suis sur le sens 1. KM1,3 va se fermer, excitant ici le contacteur étoile. Et lorsque le contacteur étoile se fermera, on va voir un certain nombre de contacts qui vont le suivre. Ceci va se voir par la suite. Pour le moment, nous allons vous présenter les fonctions et les rôles et les différentes fonctions des composants qui figurent sur ces schémas. C'est ainsi que nous avons ici notre relais thermique sur sa partie commande à travers les contacts 95-96 et 97-98. Ici, en cas de surcharge, le 95-96 va s'ouvrir pour arrêter toute notre installation et le 97-98 va se fermer, allumant ainsi cette signalisation qui va nous indiquer que notre système fonctionne en mode surcharge. Ici, nous avons 95-96 et 97-98. Voilà ces contacts sur notre relais thermique. Par la suite, nous aurons notre boîte à bouton poussoir, marche, arrêt, marche. Sauf que ici, nous avons le sens 1, l'arrêt et le sens 2. Donc ici, S0, c'est ce contact en rouge qui symbolise l'arrêt. S1, c'est ce contact en vert qui sera symbolisé par le bouton poussoir marche sens 1 et S2, bouton poussoir marche sens 2. Par la suite, nous avons plusieurs contacteurs, en l'occurrence 4. Nous avons le contacteur KM1, KM2, KM3, KM4, dont nous allons vous présenter les différentes parties ainsi que leur contact de commande. Alors, si nous prenons le contacteur KM1, dont le rôle est d'assurer la marche 1 de notre moteur, il détient avec lui 4 contacts de commande. Alors, ce contacteur n'ayant que 2 contacts de commande, un normalement ouvert et un normalement fermé, il faut lui ajouter, c'est-à-dire greffer sur lui ce bloc de contact auxiliaire qui sera greffé sur ce contacteur. Cela va permettre de lui ajouter les contacts de commande KM1,3 et KM1,4. Alors, ce bloc de contact auxiliaire, une fois qu'il est greffé sur notre contacteur, va fonctionner de façon liée avec l'alimentation de la bobine de ce contacteur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que une fois la bobine du contacteur KM1 alimentée, tous les contacts de puissance et de commande de ce contacteur vont changer d'état. Ceux qui étaient fermés vont s'ouvrir et ceux qui étaient ouverts vont se fermer. Alors, nous avons ici le contact KM11 qui a le rôle d'auto-maintien. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons actionner sur le bouton poussoir S1, celui-ci n'ayant qu'une seule position stable, après action sur lui, il reviendra à cette position stable-ci. Or, lorsqu'on aura actionné sur lui, il aura fait venir l'alimentation sur la bobine du contacteur KM1. Celle-ci va s'exciter et faire basculer tous les autres contacts. C'est ainsi que KM11 va se fermer pendant que celui-ci va se rouvrir.
Son rôle, c'est l'auto-maintien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va se fermer, il va maintenir notre bobine du contacteur KM1 alimentée. Alors, KM1.2 va s'ouvrir. Il va s'ouvrir pour assurer le verrouillage du sens 1. Ça veut dire quoi? Même si par inadvertance, un individu parvient à fermer ou alors à appuyer sur le bouton poussoir S2, le contacteur KM2 ne sera jamais alimenté. Pourquoi? Parce que le contact KM1.2 sera ouvert. C'est ça le rôle, d'où la matérialisation de ce verrouillage. Le contact de commande KM1.3, lui, étant ouvert, une fois que KM1 est alimenté, il va se fermer. En se fermant, n'ayant pas de circuit ouvert ici, la bobine du contacteur KM3 sera directement alimentée entre phase et neutre. Et dès lors qu'elle sera alimentée, tous les contacts également de KM3 vont changer de position. C'est la raison pour laquelle nous avons que le rôle de KM1.3, c'est d'activer le couplage étoile, c'est-à-dire d'alimenter le contacteur KM3. Le contact KM1.4, lui, va servir dans la supervision. Ça veut dire, lorsque le contacteur du sens 1 sera excité, lui, il va fermer son contact, permettant ainsi d'alimenter la lampe H1. Lorsque la lampe H1 sera allumée, celui en charge de la supervision saura que notre système est en train de fonctionner dans son sens 1. Par la suite, nous avons le contacteur KM2 dont le rôle est de gérer le sens 2. Alors ici, ce sont les mêmes explications. KM2.1 va assurer l'auto-maintien. Pourquoi? Lorsque je vais actionner sur le sens 2, KM2 sera excité. KM2.2 va s'ouvrir pour que jamais si un opérateur vienne actionner le sens 1, que celui-ci ne soit pas possible. KM2.1 va se fermer pour assurer l'auto-maintien. Parce que comme on l'a dit, le bouton poussoir a une seule position stable. Dès que j'appuie, une fois que j'enlève ma main, il revient à cette position. Or, celui-ci, le contacteur KM2 étant déjà excité, va fermer ce contact qui va maintenir auto-excité la bobine du contacteur KM2. Le contact KM2.3 a le même rôle que KM1.3 lorsque le sens 1 fonctionne. Parce qu'il faut le dire, ces deux contacts sont en parallèle. Ça veut dire que l'un ou l'autre, dès qu'il fonctionne, le couplage étoile sera actionné. Donc KM2.3, son rôle, c'est d'activer le couplage étoile. Pourquoi? Lorsqu'il se ferme, on arrive là, il y a une discontinuité. La discontinuité ici, il n'y a pas de discontinuité. On voit très bien que le couplage étoile sera actionné. Et le contact KM2.4 sert pour la supervision. Une fois qu'il est fermé, après que KM2 soit alimenté, alors on va observer la LED H2 allumée. Ceci nous permettra de déceler que nous sommes dans le sens de fonctionnement, dans le sens 2 de fonctionnement de notre moteur. Par la suite, nous avons le contacteur étoile KM3. Comme on l'a si bien dit, une fois que KM1 ou KM2 sera excité, l'un des deux contacts va se fermer. Lorsque l'un des deux contacts va se fermer, alors le contacteur KM3 va directement s'exciter ou s'alimenter. Une fois qu'il sera alimenté, tous ces contacts vont changer de position. Le contact KM3.1 aura pour rôle d'activer la tempo parce que vous convenez avec moi que ce soit KM1 fermé ou KM2 fermé, l'alimentation va circuler, venir exciter KM3. Une fois KM3 excité ou alimenté, KM3.1 va se fermer. KM3.1 se fermant, KM3.2 va s'ouvrir. C'est pour assurer le verrouillage du couplage étoile. Pour que même si par inadvertance KM3.1 se ferme, que jamais le contacteur triangle ne soit activé. Alors, KM3.2 étant ouvert et KM3.1 étant fermé, qu'est-ce qui va se passer? KM3.1 fermé, le contacteur auxiliaire sera directement alimenté. Enfin, nous avons KM3.3 qui va signaler ici dans la supervision, lorsque la LED H3 va s'allumer, le fonctionnement en couplage étoile de notre système. Alors, revenons ici. Après que KM3.1 soit fermé, nous aurons assisté à l'alimentation de KA1. Maintenant, on sait très bien que dès que KA1 est alimenté, une temporisation sera enclenchée. On l'a vu par cette icône-ci. Après un certain temps, KA1.2 va s'ouvrir, annulant ainsi le couplage étoile du moteur. KA1.1 va se fermer pour maintenir excité KA1.2.
KA1, je vais dire. Par la suite, nous avons le contacteur KM4. KM41, c'est pour le verrouillage, c'est-à-dire quand je vais passer en mode triangle, après la temporisation, bien évidemment, KM41 va s'ouvrir pour empêcher que pendant que le fonctionnement, le couplage en triangle ne soit effectif, que le couplage étoile ne puisse être possible. KM42 va gérer la supervision. Lorsque la lettre H4 va s'allumer, cela pourra nous indiquer que nous sommes en couplage triangle. Et enfin, nous avons le bloc ou alors le contacteur auxiliaire que voici et au sein duquel sera greffé le bloc de contact temporisé. Alors, comme on l'a si bien dit, KA12, une fois que le contacteur auxiliaire est alimenté, le bloc de contact temporisé va prendre un certain temps. Si c'est 10 secondes plus tard, KA12 va s'ouvrir. Tandis que instantanément, KA11 va se fermer pour maintenir KA1 alimenté. Nous allons rentrer dans les détails par la suite. Ici, nous sommes juste en train de vous expliquer pas à pas les rôles des différents contacts. Alors, nous allons terminer par les différents voyants. H1, c'est le voyant du fonctionnement dans le sens 1. H2 va nous signaler le fonctionnement dans le sens 2. H3 va nous signaler que notre système est couplé en étoile. H4 nous montrera que notre système est couplé en triangle. Et enfin, H5 va nous aider à détecter les cas de switchage. Voici ainsi présenté le circuit de commande de notre démarrage direct, 2 sens de marche en étoile triangle. Comme on l'a dit, nous avons 4 contacteurs de puissance, un contacteur auxiliaire, un bloc de contact temporisé et 2 blocs de contact auxiliaire pour réaliser ce schéma. Si vous avez eu à voir nos différentes vidéos, un schéma de ce type ne devrait plus vous inquiéter. À ce stade, chacun d'entre vous doit être à même de savoir où est le bouton poussoir, où est le contacteur de puissance, ainsi que ses contacts de commande, où est le contacteur auxiliaire, ainsi que ses contacts de commande, où est le relais thermique, et quels sont ses contacts de commande, où sont les signalisations, et quels sont les contacts de commande qui permettent d'activer ces signalisations. Donc, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez de la peine à comprendre, entrez dans cette chaîne, allez dans la playlist électricité industrielle et parcourez vidéo par vidéo depuis le début. Vous allez mieux comprendre tout ce qui est fait jusque-là parce que nous avons décidé d'aller pas à pas. Et en revenant sur cette vidéo, vous verrez que tous vos soucis ou alors toutes vos incompréhensions seront levés. Dans le cas où cela n'est pas fait, faites-moi, écrivez-moi des commentaires. Je n'hésiterai pas à vous préparer des réponses qui vous donneront satisfaction certainement. Nous allons continuer par le démarrage étoile triangle, par le fonctionnement du démarrage étoile triangle, 2 sens de marche. Nous allons commencer par le fonctionnement normal et allons terminer par le fonctionnement en surcharge. Alors ici, nous avons à gauche le circuit de puissance dont nous avons présenté toutes les différents composants et le circuit de commande dont nous avons également présenté les différents composants. Alors ici, dès lors que nous allons fermer le disjoncteur d'abonnés, nous allons nous retrouver dans ce cas de figure. L1, L2, L3 aura la présence de la tension. Ici, le circuit de commande sera pris entre une phase, en l'occurrence L1, et le neutre de l'alimentation. Alors ici, nous voyons la présence des phases en amont et la présence de la phase et du neutre en amont du circuit de commande. Alors, ce que nous allons faire pour un départ, ça sera la fermeture du sectionneur porte-fusible. Cette fermeture étant manuelle, nous venons sur notre sectionneur et nous le fermons comme vous le voyez. Sur la partie puissance, les contacts se sont fermés. Sur la partie commande, nous voyons très bien que la phase 1 et le neutre se sont fermés. Qu'est-ce qu'on observe? En rouge, c'est la présence de phase. Et en bleu, c'est la présence du neutre. Alors, on voit ici que le neutre est distribué rapidement sur les différentes bobines des contacteurs et sur les lampes. La phase également est distribuée partout où il n'y a pas d'interruption ou de discontinuité. Ici, il y a une discontinuité, ça ne continue pas. Ici, discontinuité. Ici, discontinuité. Donc, quand on a fermé notre sectionneur porte-fusible, voilà l'état
dans lequel notre système devrait se présenter. Alors ici, nous n'avons pas mis la lampe qui va détecter, ou alors la LED qui va détecter la présence de tension. Si on l'avait mis, elle devait être connectée directement entre phase et neutre et s'allumer. Mais pour des raisons d'ergonomie et d'esthétique de notre schéma, étant donné que notre slide est petite, nous nous sommes permis de ne pas la mettre. Mais pour ceux qui ont vu nos précédentes vidéos, elle a toujours été là. Et tout le monde ici sait. Bref, tous les abonnés de cette chaîne savent comment est-ce que cette LED-là fonctionne. Alors, après avoir fermé notre sectionneur porte-fusible, sur la partie puissante, nous observons très bien que l'énergie n'arrive pas à traverser l'un des deux contacteurs. Le contacteur, donc, n'étant pas commandé de façon manuelle, on va le faire à travers un bouton poussoir. Comme on l'a si bien dit, fermer KM1 revient à faire tourner le moteur dans le sens 1, ou alors fermer KM2 reviendra à faire tourner notre moteur dans le sens contraire au sens 1. Alors ici, comme le contacteur ne se manœuvre pas manuellement, nous allons passer par les boutons poussoirs sens 1 et sens 2. Nous allons commencer par le sens 1. Comme on l'a si bien dit, l'idée de ce cours est de vous faire interpréter comment le circuit de commande fonctionne. Donc, je vous ai dit que le bouton poussoir a une seule position stable. Tous ceux qui ont des sonneries chez eux savent. Quand j'appuie sur le bouton poussoir de la sonnerie est en alerte. Une fois que je retire mon doigt, la sonnerie se coupe. Donc, c'est dans ce sens que vous devez voir S1 et S2. Dès lors que je vais actionner sur S1, il sera fermé. Dès que je vais retirer mon doigt, il va devoir s'ouvrir. Mais pour des besoins d'illustration, je vais actionner, il va rester fermé le temps de l'explication. Après, je vais le remettre à sa position initiale. Donc, pour actionner le sens 1, si je ferme le bouton poussoir S1, si j'actionne sur lui, vous conviendrez avec moi que la phase qui est là va parvenir jusqu'au contact A1 de la bobine du contacteur KM1. Celle-ci étant parcourue entre phase et neutre, tous ces contacts vont changer de position. KM1 va se fermer pour garantir l'excitation de la bobine de ce contacteur lorsque S1 va revenir à sa position normale. KM1 va s'ouvrir pour que à jamais, lorsque le sens 1 fonctionne, que si un opérateur vient appuyer sur S2, que le sens 2 puisse fonctionner. KM1 va se fermer parce que c'est toujours un contact auxiliaire du contacteur KM1. Quand il va se fermer, il va actionner le couplage étoile de notre système. KM1 va se fermer, allumant ainsi la LED H1 pour signaler le sens 1 de notre système. Alors, cependant, quand KM1 va se fermer, KM3 va s'alimenter. KM3 s'alimentant, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces contacts également vont changer de position. KM3 va se fermer, parce que ici sera fermé, le juge sera là, l'alimentation, la phase, qui va venir exciter KM3. KM3 excité, l'alimentation étant ici, KM3 va se fermer, parce que c'est un contact de commande du contacteur KM3. KM3 va s'ouvrir. Maintenant, KM3 en se fermant, va venir ici redistribuer la phase au niveau de KA1 qui va aussi s'alimenter ou s'exciter. KA1 étant excité va déclencher la temporisation du contact KA1-2. Ici, on voit très bien qu'il est temporisé au travail. Et va fermer instantanément le contact KA1-1. Sa fermeture ici permettra de maintenir KA1 excité. C'est ce que nous allons voir. Nous venons sur S1. Nous appuyons sur lui. Vous voyez, ça c'est pendant un bref temps. Quand on appuie sur lui, il reste fermé. Lorsqu'on retire notre main, il revient à sa position initiale. Mais le fait qu'il a été fermé, comme on voit là, va exciter le contacteur KM1 qui va faire basculer tous ses contacts. KM1, c'est l'auto-maintien comme vous voyez. Lorsque S1 revient à sa position initiale, KM1 reste fermé. Quel est son rôle? C'est maintenir, exciter la bobine du contacteur KM1. Une fois cette bobine du contacteur excitée, comme on l'a dit, tous ces contacts changent d'état. KM1, s'est ouvert. Jamais, même si par inadvertance on vient appuyer sur S2, KM2 ne pourra jamais s'alimenter. KM1 s'est fermé, lui qui était précédemment ouvert.
Une fois ce fermant, il vient alimenter KME3. KM3 alimenté, KM32 s'ouvre, KM31 se ferme, KM31 en se fermant vient alimenter KA1. KA11 se ferme instantanément et KA12 ne s'ouvre pas instantanément. Pourquoi? Parce qu'il est temporisé. Donc après un certain temps, il va s'ouvrir. Ça, c'est le fonctionnement en sens 1, couplage étoile. Sur le circuit puissance, les bornes du contacteur KM1 sont fermées. Notre moteur est alimenté et tourne. Le contacteur KM4 triangle est ouvert. Le contacteur KM3 étoile est fermé. Voilà notre fonctionnement dans le premier sens et dans le couplage étoile. Dès lors que le couplage étoile est actionné, il vient alimenter KA1 qui, actionné, déclenche une temporisation. Si l'on compte 10 secondes ou 8 secondes ou 5 secondes, ça dépend du nombre de secondes que nous avons paramétré plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? KA12 va s'ouvrir. En s'ouvrant, il va désalimenter KM3. Une fois KM3 désalimenté, tous ces contacts vont revenir à leur position initiale. KM3-1 qui était fermé va s'ouvrir. KM3-2 qui était ouvert va se fermer. Bien que KM3-1 s'est ouvert, KA11 restera fermé. Celui-ci se fermant, l'énergie circulera comme ça et KM4 va s'alimenter. KM4 s'alimentant, on va basculer du couplage étoile au couplage triangle. Ici, n'oublions pas nos signalisations. KM1 étant excité, KM1-4 se ferme, cette LED rouge signale que nous sommes dans le sens 1. KM3-3, contacteur étoile, étant excité, cette LED bleue s'allume pour nous montrer que nous sommes dans le sens 1 et couplage étoile. Maintenant, pour basculer au couplage triangle, ça se fait automatiquement après le délai de temporisation ici qui est de l'ordre par exemple de 5 secondes. KA11 va s'ouvrir, c'est ce que nous allons voir. Allez, après la temporisation, KA12 s'ouvre. En s'ouvrant, qu'est-ce qui se passe? Il désalimente KM3. KM3 désalimenté. De ce côté déjà, signalons-le, rien n'a changé. KM3 désalimenté. KM3-2 qui était ouvert, regardons, il était ouvert, va se fermer. KM3-1 qui était ouvert va également. KM3-1, je vais dire, qui était, on revient là. Ici, nous avons KA12 qui, après un certain temps, va devoir s'ouvrir. En s'ouvrant, il va désalimenter KM3. KM3 désalimenté, tous ces contacts vont revenir à leur position initiale. Si vous allez observer, KM3-3 va s'ouvrir, cette LED va s'éteindre. KM3-1 qui est fermé va s'ouvrir. KM3-2 qui est ouvert va se fermer. Regardez très bien. Ok. La temporisation écoulée, KA12 s'est ouvert. En s'ouvrant, KM3-2 qui était ouvert s'est fermé. KM3-1 qui était fermé s'est ouvert. Maintenant, lorsque KM3-2 s'est fermé, KA1 qui est fermé, qui est resté fermé, va alimenter KM4. KM4 alimenté, nous basculons au couplage triangle. Tous les contacts de KM4 vont changer de position. KM4-1 va s'ouvrir pour que jamais, si on rebascule en couplage étoile, que celui-ci ne soit pas possible parce que là, il y aura une discontinuité. KM4-2 va se fermer, allumant ainsi le voyant H4 pour indiquer que nous sommes H1 allumé, sens 1, H4 allumé, couplage triangle. Sur la partie puissante, nous avons très bien observé, si on rentre, là, le contacteur triangle était ouvert, celui en étoile était fermé. Lorsqu'on a basculé, le contacteur étoile s'est ouvert et celui en triangle s'est fermé. Ici, on vient d'assister au démarrage étoile, triangle, un sens de marche. Maintenant, si nous voulons arrêter ce un sens, nous venons sur notre bouton poussoir S0. Nous allons appuyer sur lui, comme on le fait là.
le contact va s'ouvrir. Quand il s'ouvre, toutes les bobines sont désalimentées. Quand on retire dans notre main, on revient à notre position initiale. Nous venons ainsi de voir le démarrage étoile, triangle, un sens de marche. Maintenant, le deuxième sens, si on veut le faire, on va actionner sur le bouton poussoir S2. Cette fois-ci, KM1 ne sera plus alimenté. Ce sera plutôt KM2 qui sera alimenté. Donc, si j'actionne là, l'énergie va circuler là, KM2 sera alimenté et le même phénomène va se reprendre. Les contacts de commande et de puissance de KM2 vont changer de position. Contacts de puissance ici vont se fermer. Les contacts de commande KM2.1, il va se fermer pour maintenir excité KM2. S2 qui a été appuyé va revenir à sa position initiale. KM2.3 ici va se fermer. En se fermant, la phase va traverser, venir alimenter KM3 qui est le couplage étoile. Comme on l'a vu, KM3 alimenté, KM3.2 va s'ouvrir pour que jamais le couplage triangle ne soit possible. KM3.1 va se fermer. En se fermant, il va faire traverser la phase jusqu'à KA1 qui va également s'alimenter. En s'alimentant, KA11 va se fermer et KA12 va se fermer après l'écoulement de la temporisation, comme on l'a vu précédemment dans le sens 1. Bien évidemment, ici, KM2.4 va se fermer pour signaler H2 allumé va nous montrer que nous sommes dans le sens 2. Et quand on va passer au couplage étoile, H3 va s'allumer pour dire que sens 2 couplage étoile. Quelque temps plus tard, on va basculer sens 2 couplage triangle. C'est ce que nous allons faire. Nous actionnons sur le bouton poussoir S2. Ça, c'est pendant un temps. Quand on retire notre main, il revient à sa position initiale. Mais le fait que nous ayons actionné, il a laissé passer la phase. En alimentant la bobine du contacteur KM2, tous les contacts de KM2 ont changé de position. Sur la partie puissance, KM2 s'est fermé. Sur la partie commande, nous avons ici KM2, 1 qui s'est fermé pour maintenir, exciter ou alimenter KM2. KM2, 2 s'est ouvert pour que jamais si on actionne sur le sens 1 pendant que le sens 2 est en train de fonctionner, que cela ne soit pas possible. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, nous aurons une discontinuité. KM2, 3 s'est fermé. Comme on l'a dit plus haut, son rôle, c'est d'alimenter la bobine du contacteur étoile. Quand il se ferme, n'ayant pas de discontinuité ici, KM3 sera alimenté ou excité. Une fois KM3 alimenté ou excité, nous allons voir que KM3.2 va s'ouvrir, KM3.1 va se fermer. KM3.1 en se fermant va venir alimenter KA1 qui lui va fermer son contact instantané KA11 et déclencher la temporisation sur son contact temporisé KA12. Bien évidemment, pour ce qui est des signalisations, KM2 alimenté, KM2.4 va se fermer pour indiquer le sens 2, KM3.3 va se fermer pour indiquer le couplage étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau, nous sommes dans le démarrage étoile triangle, deuxième sens de marche, couplage étoile. Ici, KA1 étant alimenté, une temporisation est enclenchée. Quelques 5 à 10 secondes plus tard, selon le temps préréglé, KA12 va s'ouvrir. C'est ce que nous voyons là. KA12, quelques secondes plus tard, s'ouvre. Quand il s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Tous les contacts liés au contacteur KM3 vont changer de position. KM3.1 qui était fermé s'ouvre. KM3.2 qui était ouvert, regardez bien. KM3.1 était fermé, KM3.2 était ouvert. Maintenant, quand la temporisation est terminée, qu'est-ce qui se passe? KM3.1 s'ouvre. Maintenant, KM3.2 se referme. KM3.2 en se refermant, KA11 étant toujours fermé, la phase va circuler comme ça et va venir alimenter la bobine du contacteur KM4. KM4 étant alimenté, tous ces contacts vont changer également de position. KM4.1, quand on regarde ici, qui était fermé, va s'ouvrir. KM4.2, qui était fermé, qui était ouvert, va se fermer, comme on le voit là. Voilà. Ici, nous sommes en démarrage étoile triangle, deuxième sens de marche, couplage triangle. Comme on l'a si bien dit, ici, dans la partie
puissance. Avant, on était dans le couplage étoile. Une fois que la temporisation est terminée, on bascule au couplage triangle. Notre moteur va tourner dans le sens contraire au sens 1 et en régime nominal. Si nous voulons arrêter ce mode de démarrage, ce sens, le sens 2, nous venons sur le bouton pour soit S0, nous appuyons. Toutes les bobines des contacteurs vont se désexciter et tous les contacts reviendront à leur position initiale. Quand nous enlevons notre main, nous revenons à un système comme celui-ci. Voici ainsi présenté notre démarrage étoile triangle 2 sens de marche en fonctionnement normal. Nous allons donc faire la simulation d'un fonctionnement en surcharge. Alors, nous allons faire la simulation du démarrage étoile triangle dans son sens 1. Et nous allons simuler une surcharge. Alors, bis repetita, nous allons fermer notre sectionneur porte-fusible. Voilà la progression des alimentations. Nous allons aller un peu plus vite ici parce que nous espérons que vous avez mieux compris ce que nous avons eu à dire plus haut. Nous allons actionner sur S1, sur le bouton poussoir S1 pour exciter la bobine de contacteur KM1. Ce qui est fait, S1, on appuie sur lui et on relâche. Immédiatement, le sens 1 est en fonctionnement. Le couplage étoile est activé. La temporisation est activée. Quelques secondes plus tard, on bascule en triangle. La temporisation est ouverte, désexcitant le couplage étoile et transmettant l'excitation au couplage triangle. On observe notre fonctionnement normalement. Maintenant, si par mégarde, il y a une surcharge, le relais thermique va le détecter. Comme on l'a dit plus haut, le 95-96 va s'ouvrir pour arrêter. Quand il s'ouvre là, il coupe toute l'alimentation qui est redistribuée en bas sur les différentes bobines des contacteurs. Et il ferme son contact 97-98, permettant ainsi de nous alimenter le voyant H5 qui va nous indiquer qu'il y a surcharge. Donc, en cas de surcharge, comme vous le voyez, 95-96 s'ouvre. Aucune bobine n'est plus excitée. 97-98 se ferme, permettant ainsi de faire parvenir ou alors d'allumer le voyant lumineux H5 qui va nous indiquer que nous sommes en cas de surcharge. Alors, lorsque nous nous retrouvons en position de surcharge, nous allons tout simplement ouvrir notre sectionneur porte-fusible et appeler un technicien qualifié afin que celui-ci puisse venir faire la maintenance et remettre notre système en marche. Voilà ce que nous pouvons dire pour le fonctionnement du démarrage étoile triangle 2 sens de marche en régime normal et en surcharge. Nous allons donc rapidement procéder à l'écriture des équations de fonctionnement de ce mode de démarrage, bien évidemment dans sa partie commande. Alors, le contacteur KM1 que vous voyez, pour que celui-ci puisse fonctionner, il faudrait que, pour rappel, tous les contacts ouverts n'ont pas de barre et tous les contacts fermés ont une barre. C'est un régime logique 0 ou 1. 1, le contact n'a pas de barre, 0, le contact a une barre. Donc ici, pour que KM1 puisse fonctionner, il faudrait que L1 représenté par Q, nous avons oublié de matérialiser Q du sectionneur ici, mais celui-là soit ouvert, que F1 qui est un contact fermé soit en barre et F2 barre c'est fermé et S0 barre. Maintenant ici on se retrouve avec un OU. Une fois que celui-ci soit respecté à la fois, c'est la raison du et. Quand on arrive là, il faudrait que S1 ou KM11 soit fermé. Raison pour laquelle on vient là, on ouvre la parenthèse S1 ou le ou est symbolisé par le plus. Soit actionné. Maintenant, et on revient par le point et KM22 bar. Voilà l'équation de KM1. Donc KM1 c'est Q, F1 bar, F2 bar, S0 bar ou entre parenthèses S1 ou KM11, je ferme et KM2. Donc en général, tous les contacts en série sont symbolisés par le et, c'est-à-dire le point, et tous les contacts en parallèle sont symbolisés par le ou, c'est-à-dire le plus. Idem pour KM2. On aura Q,
F1 bar, F2 bar, S0 bar, on vient là. Et, entre parenthèses, S1 ou KM2 1. Parce que c'est l'un ou l'autre. Je ferme ma parenthèse et KM1, 2. Pour ce qui est du contacteur KM3, on aura la Q et F1 et KM3. On aura ici, je vais dire Q et F1 bar. Je viens là. Ici, j'ai deux choix parce que les deux contacts ils sont en parallèle. L'un ou l'autre permet de faire fonctionner KM3, on l'a vu. Que ce soit le sens 1 ou le sens 2, KM3 sera toujours excité. Raison pour laquelle quand j'ai pris Q et F1 bar, je viens là, j'ai l'un ou l'autre, c'est-à-dire et KM3 ou KM2 3, c'est-à-dire KM1 3 ou KM2 3, c'est ça le plus si. Quand j'ai fermé, je reviens là maintenant et KA1 2 et KM1, KM4 1. De même, pour KM4, si vous avez bien compris, ça sera Q et F1 et KM1 3 ou KM2 3 et KM3 1, KM3 2. C'est ça. Donc, quand on arrive là, pour que KM4 soit excité, il faudrait qu'on ait Q et F1 bar et K1 3, KM1 3 ou KM2 3. C'est ça là. KM1 3 ou KM2 3. Et ça ou ça également. C'est-à-dire KM3 1 ou KA1 1. Si l'un des deux, les deux aussi sont en parallèle. Si l'un des deux fonctionne, KM4 sera excité. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter et KM3 2 bar, bien évidemment, parce que ce contact est fermé. De même, si on veut écrire l'équation de KA1, on aura ici Q et F1 bar et entre parenthèses KM1 3 ou KM2 3 et entre parenthèses encore KM3 1 ou KA1 1. Donc voilà pour ce qui est des équations. Dans de prochaines vidéos, on va voir comment on transforme ces équations en code pour implémenter dans des automates. Voilà ce que nous pouvons dire pour les équations des différents contacteurs. Alors, en guise d'avantage, le démarrage étoile triangle, c'est un démarrage à courant de démarrage réduit, c'est-à-dire la configuration en étoile réduit le courant de démarrage à environ le tiers de celui du démarrage direct, minimisant ainsi les contraintes sur le réseau électrique. Nous avons une maintenance facile et une sécurité logique supplémentaire. Nous avons moins de contraintes sur le moteur, c'est-à-dire l'augmentation progressive de la tension réduit les contraintes mécaniques, prolongeant ainsi la durée de vie de notre moteur. Ce mode de démarrage convient aux moteurs de grande taille, à savoir les démarreurs étoile triangle sont couramment utilisés pour les moteurs de moyenne et de grande taille où le courant de démarrage réduit est avantageux. Cependant, comme inconvénient, cela nécessite des composants supplémentaires. Et on sait tous que plus il y a de pièces, plus le système est complexe et plus difficile à entretenir. Ce mode de démarrage est également plus coûteux. Son circuit est également plus complexe parce que la transition d'une configuration en étoile à une configuration en delta ou triangle ajoute de la complexité, ce qui peut nécessiter davantage de compétences pour la mise en œuvre de son dépannage. Un autre inconvénient, il est inefficace pour les applications à couple élevé, car on le sait bien, cette méthode, je vais dire, ne convient pas aux moteurs nécessitant un couple de démarrage élevé, car le fait que la tension soit réduite au démarrage, cela diminue de tiers le couple de démarrage. Donc, on vient tous que si nous avons des applications qui demandent dès le démarrage un couple élevé, ce mode de démarrage ne sera pas le plus approprié. Ensuite, il y a la compatibilité moteur, c'est-à-dire le moteur doit pouvoir fonctionner en triangle sous la tension du réseau. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de nous laisser un commentaire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.